Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer. Si vous avez fait du sport votre passion, ici on parle bien sûr de sport local mais aussi de nos sportifs yvelinois qui comme d'habitude font la une de l'actualité, la recette du succès de cette émission mythique lancée par Mickaël Elmidoron, on le salue bien sûr, et des analyses techniques, des décryptages, le tout dans une bonne humeur. Et pour m'accompagner, nos chroniqueurs qui sont avec nous sur ce plateau, encore plus motivés que les joueurs de La Rochelle face au Leinster, présentation en musique. On commence à droite, c'est le capitaine de cette équipe, il se remet en selle rien que pour vous, c'est un pistard de niveau international, il a été champion du monde de cyclisme sur piste master, il est notre spécialiste cyclisme, mais bien plus encore, Yann Dujarrier est avec nous pendant une heure. Bonjour Yann, comment ça va ? Très bien Mickaël. C'est l'habitude. C'est votre première avec moi en présentation, parce que la dernière fois vous n'étiez pas là, ça va, on vous a pas trop manqué. Ah quand même, Si. j'aime bien venir, j'aime bien parler de l'actu du coin et puis voilà, mais en effet comme vous dites, ça m'a fait drôle d'entendre champion du monde venant de votre bouche. Ah. Parce que pendant longtemps Mickaël disait vice-champion, et c'est vrai que maintenant je suis devenu champion du monde. À Yann, ce qui ça fait grand plaisir. Merci d'être avec nous en tout cas pour aujourd'hui. De l'autre côté, musique à gauche, le guerrier, l'un des monuments de cette émission, notre Grégory Aldrit à nous. Soyez sans crainte, il est préparé comme jamais. Il est le responsable communication du Rugby Club de Versailles et il va être content. On va parler encore de rugby aujourd'hui dans cette émission. C'est Pierre Chevalier, notre gladiateur, qui est avec nous. Bonjour Pierre. Forme et bonheur à tous, salut Comment les amis, ça va pleine forme, ça va plein gaz. Si on se réfère à La Rochelle et à cette magnifique épopée en Coupe d'Europe, souhaitons qu'on fasse une meilleure première mi-temps qu'ils l'ont fait, et puis ne pas tenter la remontada, mais en tout cas, on est aiguisés comme des dagues pour parler rugby, effectivement, pour une deuxième fois, c'est très très bien. Victoire de Toulon, Challenge Cup, victoire de La Rochelle, le rugby Champions français va Cup, très là. très bien, c'est de bon augure pour la compétition qui va nous intéresser à la fin de l'année. Sur le toit de l'Europe, ce rugby français. On repasse de l'autre côté musique, son statut de petit nouveau ne tient plus, tel Kylian Mbappé qui s'est imposé comme une valeur sûre de ce collectif de Si on parlait sport. 8e sélection pour lui, il est le responsable sponsoring chez Orange Île-de-France, amoureux de sport. Philippe Volac nous fait l'honneur d'être avec nous une nouvelle fois sur cette émission. Salut Philippe, comment allez-vous ? Bonjour à tous, ça va, impeccable, on est en plein dans comme je disais, on dit encore l'autre fois, dans la dernière ligne droite des dernières journées de foot, de rugby, de tout. Moi pour Orange, les finales régionales de l'Orange Rugby Football Challenge, et il y a aussi l'Orange Rugby Challenge aussi le 17 juin aussi. Oui, vous sillonnez la France en ce avec moment. des équipes aussi des Yvelines, donc à fond. Et le petit polo, si on peut pourquoi le polo sport co-passion ? C'est un petit clin d'œil à notre ami commun Lionel, donc voilà. On le salue. Yvelinois. Yvelinois, voilà. Tout a un lien avec les Yvelinois, Voilà. on le rappelle assez bien dans cette C'est émission. Et on termine de l'autre côté musique, il célèbre avec nous sa première cape dans cette émission appelée de dernière minute, dans une liste de sélectionnés du SOP, mais la qualité est là, il revient tout fraîchement tatoué de la Nouvelle-Zélande, c'est un passionné de l'Ovalie et surtout de rugby néo-zélandais, il est journaliste chez TV78. Nicolas Dandry est avec nous, bonjour Nicolas. Bonjour, alors je tiens à rassurer, le haka c'est une danse guerrière traditionnellement, mais c'est aujourd'hui pour rendre hommage aux familles néo-zélandaises, aux Maoris, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur votre première émission Si on parlait sport ? Ça fait plaisir, j'espère que Mickaël me regarde et puis il me dira ce qu'il en pense. Et vous allez à la lourde tâche de me suppléer à l'envoler tout à l'heure. Je serai très vigilant, Nicolas, tout à l'heure. On va parler dans cette émission de basket. Victor Wembanyama, roi de la Betclic Elite, promis à la NBA. Il va bientôt s'envoler à la NBA et peut-être du côté des Spurs de San Antonio. C'est la destination très probable après la loterie de la draft pour l'Yvelinois. Côté sport US aussi, on parlera de baseball avec les Cougars de Montigny-le-Bretonneux, décidément historique. Roland Garros, ça approche et cette année encore, nos Yvelinois seront sur les cours de la Porte d'Auteuil. Quelles sont leurs chances ? Nous poserons la question et tout à l'heure également au programme de la boxe et du rugby yvelinois. Le rugby yvelinois à la fête avec plusieurs montées pour nos clubs yvelinois. Mais d'abord, on va parler de football et après les déboires du FC Versailles, c'était une thématique du dernier SOP Sport. Un autre club yvelinois fait parler de lui dans l'actualité.
Olivier, la DNCG, le gendarme du football français, gendarme financier, vient d'exclure l'AS Poissy du championnat de National 2, le 4e échelon national. Le club des Yvelines est en proie à des difficultés financières avec un déficit de 230 000 €. Le club qui évolue dans ce championnat depuis 2015 réalisait pourtant une saison correcte en étant l'actuel 6e de la poule A de N2. On va écouter tout de suite l'interview du président Olivier Sévézu qui a été d'ailleurs réalisé par vous, Nicolas Dandry. Excusez-moi, je suis un peu énervé parce que j'ai pas dormi de la nuit. Quand vous passez devant une commission comme ça et qui vous exclut et que vous recevez un mail en disant vous êtes exclu. Mais je lui dis, mais c'est une blague. Ce mot exclusion, c'est quoi? C'est comme quand on jette des sans-papiers, des gens comme ça. Vous connaissez mon engagement. Je me suis battu toute ma vie à SOS Racisme et autres. Quand je vois ça et ce mot exclu, bien sûr que j'ai pleuré hier. Les investisseurs m'ont dit, tu sais, t'es croyant quand même. On te connaît, Olivier. Chou qu'on te connaît. On sait très bien que on te met à l'épreuve. Oui, mais les épreuves, ça peut tuer. Je suis exténué, je suis fatigué et je suis écœuré qu'on me lâche comme ça. Clairement, la DNCG m'a dit, Monsieur Sevezuc, j'étais avec mon trésorier hier, vous savez, écartez-vous des politiques. Je l'ai dit à Monsieur Carl Olive ce matin, qui m'a fait venir. Je lui ai dit, Carl, c'est peut-être une cabale. Tu défends aujourd'hui le neveu de Monsieur le Président, Monsieur Macron, qui est venu à Poissy. On connaît la proximité de Monsieur Carl Olive avec le Président. Ça n'a rien à voir peut-être. Je lui ai dit, maintenant tu dois m'aider. Parce que j'ai rien fait, moi. J'ai absolument rien fait. Je me suis dit, est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Monsieur Carl Olive, qui m'a fait venir il y a 6 ans, m'a appelé 2 fois ce matin. J'arrivais au boulot très tôt sur ma moto, comme tous les matins. Parce que je suis artisan et je travaille comme un fou. Ça, c'est entre parenthèses, parce que le football, c'est du bénévolat, j'y mets de l'argent et voilà, on s'est compris. La problématique, c'est que nous sommes passés la DNCG au mois de mars, fin mars. Et on leur expliquait, mon expert comptable et moi-même, et mon trésorier, qu'il y avait un déficit de 150 000 € au 31 décembre 2022. On a depuis cette date-là cherché des partenaires. Aujourd'hui, ce club, je le dirige depuis 6 ans. On nous avait prévenu que c'était compliqué, puisque n'oubliez pas qu'il y a eu l'histoire, et vous le savez, de ces licences, malheureusement, qui nous ont coûté 7 points et 34 000 €. Il y a eu ce joueur, Monsieur Clément Chantôme, que j'avais négocié à l'époque, m'enlevant un joueur qualité, que j'avais été chercher, un grand joueur. Pour Chartres, j'ai une procédure contre Chartres, 15 000 €, ça n'a jamais été donné. J'ai arrêté les procédures parce que ça coûte plus cher en avocat et j'obtiendrai jamais cette somme. En début d'année, c'est-à-dire au mois de septembre, on m'a indiqué que Veolia ne serait plus partenaire et Engie. Ils m'ont dit texto la DNCG et j'ai des témoins, président. Vous avez jusqu'au 10 juin. Très bien, je leur ai dit, prenez soin de vous, comme d'habitude. J'ai présenté des investisseurs, j'ai présenté beaucoup de gens depuis quelques temps. Vous voyez, des projets sont là, des très beaux projets, refusés. On a un rendez-vous demain pour, évidemment, quelque part, on va faire appel pour l'honneur du club, pour le mien, pour mon trésorier, pour la ville même. Je reçois des messages de Jean-Marc Pulorget, de mes amis du PSG, etc. On connaît ma probité. Tous les gens me disent, mais Olivier, tu es pour rien. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être abandonné. J'en ai après personne, mais j'ai la rage. C'est vous, Nicolas, qui avez recueilli ces propos. On le sent abattu, le président de l'AS Poissy. Très affecté, il est fatigué, comme il le dit. Abattu parce qu'il se bat pour ce club. Ça fait 6 ans qu'il est à la tête de ce club. C'est Carl Olive qui l'a amené à diriger, de Poissy, qui est l'actuel député de la circonscription, qui allait le chercher pour diriger ce club. Et puis, il investit de l'argent. Il travaille à côté, il est bénévole, comme il dit. Il investit de son propre argent dans ce club, donc oui, il est vraiment abattu. Donc on attend des possibles le recours sur cette affaire. Alors il disait, Olivier Sévézuc, la saison a été compliquée, c'est le moins qu'on l'on puisse dire pour l'AS Poissy qui avait subi une pénalité, il a évoqué de 7 points sur tapis vert en cause les certificats médicaux sur les demandes de licence de 2 joueurs qui ne présentaient pas les garanties d'authenticité nécessaires. Le club va donc normalement évoluer l'année prochaine dans le championnat de Régional 1, même si on est en attente des recours, voir s'ils aboutissent. Ces recours, la question que j'ai envie de vous poser sur ce thème pour commencer, est-ce que l'AS Poissy va s'en relever, à votre avis, de cet épisode? Ça dépend. Mitigé pour Philippe. Non pour mitigé également. Mitigé aussi. Vous êtes tous mitigés. C'est trop tôt pour pouvoir avoir un avis. Je veux dire, la sanction vient juste de tomber.
Déjà, ils ont jusqu'au 10 juin pour pouvoir peut-être trouver une solution. C'est un délai relativement court, mais rien n'est figé. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'en relever ou pas? De toute façon, on se relèvera à moyen ou long terme. On se relèvera pas du jour au lendemain. Et puis, s'ils vont en R1, il faudra du temps pour pouvoir remonter. Ça, c'est sûr. Après, personne n'a de boule de cristal et personne ne peut dire si quel en sera l'avenir. Mais quand on est, enfin, je me souviens avoir été quand j'étais pilote d'un athlète en e-sport et que j'ai parti au championnat du monde, pareil, sans aucune raison, avoir été remplacé par un autre athlète. Sur le coup, j'ai eu le même sentiment que quand on se fait larguer. Et ça a été dur. Et c'est vrai que ça m'y a fait penser parce que quand il dit que, en effet, on peut tout arrêter juste après ça parce que ça vous écœure. Mais finalement, après, on trouve un nouvel objectif. Et puis, parce qu'on est passionné. On est passionné par le sport. Et donc, on trouve de nouveaux challenges à pouvoir relever et c'est ça qui nous fait avancer. Donc oui. On attend de voir pour les prochaines décisions, on attend de cette date du 10 juin. Il paye pas le président de Poissy les coups un peu clinquants qu'il y a eu sur ces dernières saisons avec Clément Chantôme. Il y a d'ailleurs une procédure qui est en cours, il l'a rappelé avec Chartres, l'avenue aussi de Laurent Fournier, on s'en souvient sur le banc de Poissy, et aussi les liens avec Carl Olive, le maire de Poissy. Il y a peut-être un coup aussi, l'ancien maire de Poissy, il y a peut-être un coup politique aussi derrière cette décision. C'est ce qui, en tout cas, c'est le motif de son accusation. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut penser aussi qu'il n'y a pas que Poissy, hein. Il y a d'autres clubs aussi de National 2 qui ont eu la même sanction aussi. On parlait de Versailles aussi qui a des difficultés financières. Il y a 7, je crois, il y a d'autres clubs aussi. Mais c'est le terme exclu qui, je pense, qui fait mal au président. Moi, je sais ce que c'est. J'ai été aussi président de club. Mais exclu, c'est pas rétrogradé. C'est exclu, c'est violent. C'est violent. Et d'un coup, voilà, là, il réagit à chaud, ce qui est tout à fait logique, en espérant mais ça va être dur si c'est 300 000 euros ou je sais pas combien, ça va quand même être difficile. La difficulté, c'est, pour répondre à la question, c'est qu'il ne semble pas avoir toutes les cartes en main. C'est-à-dire que là, on a un homme bénévole et on l'est quasiment tous dans nos sports respectifs. On a des métiers à côté, c'est du temps consacré, c'est de l'énergie, c'est de la passion le plus souvent. Et quand on a un avis et un coup près qui tombe comme celui-là, c'est là c'est l'abattement qu'on a ressenti chez lui, c'était vraiment très palpable. Et puis c'est surtout la suite, c'est-à-dire effectivement what next et quels sont les moyens qu'il a de maintenir son club au niveau où il l'a amené, les projets qu'il a préparés avec des investisseurs, avec des partenaires qui a priori sont balayés d'un revers de manche. Voilà, et il continue à mettre de l'énergie au service de son club par passion, et malgré ça, c'est l'impression, sans avoir nous non plus toutes les cartes en main, c'est qu'on lui met des bâtons dans les roues. Il y a peut-être effectivement quelques petites inimitiés et quelques conséquences de l'exposition du club de Poissy et de la ville de Poissy. Dieu sait que Carl Olive, qui est donc député maintenant, qui a été maire de Poissy, qui était dans les sports à Canal avant, a une légitimité, a une aura, et donc effectivement les prises de position qu'il prend ont des conséquences, et même dans les clubs amateurs de son côté. Donc là, en conclusion, c'est les difficultés que l'on a tous et toutes quand on est aux affaires dans des clubs amateurs et qu'on fait avec les moyens du bord et qu'il y a certains moments où, en gros, ça passe pas les règlements, quoi. C'est l'actualité qu'on va suivre, bien sûr, dans les prochains jours avec attention. C'était une première réaction qu'on avait aujourd'hui, parce que l'actualité est toute fraîche. Elle nous est parvenue la nuit dernière concernant cette sanction qui concerne le club de Poissy. Et on va passer à présent à notre page débat. Et on attendait tous ce moment, je pense, avec impatience autour de la table. Dans la nuit du 16 au 17 mai, aux alentours de 2h du matin, la loterie de la Draft NBA, le prestigieux championnat de basket américain, a livré son verdict. Les Spurs de San Antonio décrochent le premier choix pour sélectionner un jeune espoir du basket en vue de la saison prochaine. La franchise texane devrait donc recruter, sauf grande surprise, le 22 juin prochain, jour de la draft, l'Yvelinois Victor Wembanyama, qui est promis à une place de numéro 1. L'Yvelinois de 19 ans, c'est 2m20
2021 s'apprête donc à marcher dans les pas de Tony Parker. 4 titres de NBA avec les Spurs entre 2003 et 2014. D'autres Français comme Boris Dio, qu'on peut citer, sont aussi passés par les Spurs. La question, est-ce que c'est la destination idyllique pour Victor Wembanyama, les Spurs de San Antonio? On a du oui. Mais on va vous donner la parole. Il y aura un petit duel. On va faire un petit duel entre Pierre et Yann. On va recommencer avec vous, Pierre. Alors idyllique parce que pour l'histoire et pour le statut de l'équipe de San Antonio, l'histoire c'est évidemment le parallèle facile à faire avec Tony Parker et une équipe qui, même si elle n'a plus le fast qu'elle a eu il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avec quand même pas mal de titres, a quand même de la continuité, notamment avec The Pops, avec le Popovich, le coach historique de San Antonio. Elle est quand même en bonne place dans le cœur des fans de basket et de NBA, et puis quand même dans la conférence Ouest, avec quand même quelques bons résultats. Et pourquoi c'est mieux que les trois autres que l'on a vu que San Antonio prenne le first pick, c'est justement pour ce challenge et le goût des Français aussi qu'ont les habitants de San Antonio. Je retiens moi au moment du first pick de San Antonio, à la fois la réaction de l'équipe, du staff, de Victor et de sa famille aussi qui était en direct, dans un endroit secret à Paris, qui était en direct, et bien surtout celui des fans de San Antonio qui étaient mais comme des dingues. C'est comme s'ils avaient déjà gagné le championnat NBA 2024 quoi. Donc ça c'est du tout bon pour notre pépite yvelinoise. Le Mbappé du basket, c'est ce qu'a dit le président de l'Entente Le Chêne Versailles. On le rappelle, c'est son premier club, c'est là qu'il a commencé le basket. Alors pourquoi oui, mais pourquoi le mais surtout, Yann? Alors oui, pour tout ce que tu viens de dire, mais tout simplement parce que, déjà, le fait d'être tiré numéro 1, d'être le premier de la draft, fait que il va avoir une pression quand il va arriver. On a déjà vu les résultats du garçon sur cette saison en France. Voilà, même les deux exhibitions qu'il a pu faire aux États-Unis, ça s'est quand même très très bien passé. Et en effet, on voit qu'il a les épaules pour ça. Mais moi, c'est le parallèle. C'est-à-dire que, en effet, il y a une histoire entre Tony Parker et les Spurs qui est dans l'esprit de tous les Français. Et aujourd'hui, ça va peut-être aussi rajouter une pression supplémentaire qui n'aurait pas eu lieu s'il avait été dans une autre équipe. Les 4 équipes, c'était quand même le haut du panier. Il y avait et puis en plus c'était les 14%, il y avait peu de pas peu de chance, mais c'était l'équipe qui avait plus de chance. Ils étaient 3, mais il y avait effectivement les San Antonio Spurs. Et d'ailleurs, histoire avec les Français, il y a aussi une histoire avec les premiers choix de la draft, puisque San Antonio avait eu aussi les choix numéro 1 lors des drafts 87-97. 2 grands noms qui vont parler forcément aux adeptes du basket, David Robinson et Tim Duncan, qui sont 2 grands champions, qui ont tous les deux été titrés en NBA et aussi MVP de la ligue. Il figure aujourd'hui d'ailleurs au sein du Hall of Fame, donc ça laisse rêveur quand même. C'est clair. Et puis là maintenant, alors je connais pas tellement les histoires de transfert qu'il peut y avoir au sein de cette ligue, mais c'est vrai que là les Spurs ils grimpent d'un échelon avec la future pépite mondiale certainement du basket, donc là ça va certainement aussi peut-être avoir un effet aimant pour d'autres qui voudront jouer avec ou peut-être contre d'ailleurs. C'est ce que disait Mike Mokongo. On avait fait une interview avec lui, bien sûr, chroniqueur du SOP Sport, spécialiste basket, qui disait qu'il allait être placé au centre du projet. Il y a tout un nouveau projet qui va être construit autour de Wembanyama. Philippe, qui vous a convaincu entre Pierre et Yann, même si finalement les arguments se rejoignaient quand même? Ouais, ça se rejoint quand même. Ça se rejoint quand même tous les deux. Il y a du bon. Ouais, on est tous super contents. Après, moi, j'ai surtout hâte, en fin de compte, que ça commence pour voir. C'est surtout ça. J'ai hâte de voir parce que c'est quand même une grosse pression. On va le comparer, comme tu disais, à Tony Parker, c'est automatique, et j'ai hâte de voir que la prochaine saison commence pour voir un peu. Même pas, ils jouent pas, mais ils vont comparer. C'est clair. Alors là où il pourrait y avoir peut-être une comparaison, c'est avec Tim Duncan, puisqu'il joue ailier aussi, il jouait ailier. Et qui a été aussi premier choix de la draft. Tony Parker a prédit, il a fait l'annonce que
Victor Wembanyama aurait la même carrière que Tim Duncan. En tout cas, c'est tout ce qu'il lui souhaite. Et pour information, Tim Duncan a été chargé par les Spurs de prendre en main Wembanyama dès qu'il arrivera à San Antonio durant l'été. Et du coup, lui faire découvrir la ville, lui faire découvrir les infrastructures du club. Donc, il y aura San Antonio, ça va aller vite quand même. Oui, mais du coup, en tout cas, pas Tim Los Angeles. Duncan sera en charge de mettre le pied à l'étrier et de l'intégrer. Donc le parallèle sera peut-être plus, en tout cas peut-être de la part des Américains, avec Tim Duncan, et nous en France on fera peut-être le parallèle plus avec Tony Parker. Mais vous parliez de Greg Popovich, c'est aussi le choix fort. Alors on va voir s'il va rester aux Spurs, parce qu'il a 74 ans, Greg Popovich, mais 2127 matchs de NBA, même si au tout début il était connu pour sa, on va dire, sa dureté, au final maintenant on le voit plus comme un entraîneur qui a fait progresser les joueurs qu'il a eu dans son effectif. Et sa longévité parle pour lui-même. Là on a une pépite qui est un joueur ultra complet, j'allais dire malgré sa taille, parce que c'est vrai qu'à 2m21, de voir un garçon si à l'aise techniquement au dribble, au shoot longue distance, c'est juste ça aussi où Mike parlait aussi de pistes d'amélioration pour Wemby, c'est justement les tirs à 3 points, mais dans la raquette aussi, au rebond, donc et avec un entraîneur expérimenté comme Popovich, après ça va être une alchimie absolument phénoménale. Et là, on peut définitivement dire que San Antonio a de la chance d'avoir eu le choix dans la draft. Son défi, ça va être le défi de Victor Wembanyama, ça va être de prendre de la masse aussi, parce qu'on sait que c'est très rude le championnat de NBA. Ça fait 4 ans qu'on en parle. C'est vrai que cette saison, alors les saisons précédentes, on avait pu dire qu'il était souvent handicapé par les blessures. Cette saison, ça était plutôt celle de la régularité avec les Mets 92 de premier match Boulogne-le-Valois en ligue de basket. En effet, c'était. Si c'est encore un petit peu physiquement et autres, il va se bonifier. Il va se bonifier avec la NBA. Il a pris du volume. Et il a d'ailleurs tout récolté sur les derniers trophées de la saison LNB. Il a donc pris tous les gros trophées, celui d'MVP notamment, mais au total 5 trophées sur cette saison de LNB. Il a tout raflé, Victor Wembanyama. On a l'impression quand même, Philippe, c'est la saison de l'explosion définitive avant de partir en NBA. Là, il va falloir confirmer en NBA. Il peut pas faire mieux, il s'est pas blessé, il a été bon à tous les niveaux. Oui, voilà. Mais je reste quand même sur mon truc. J'ai hâte de voir les premiers matchs parce que là, ça joue encore beaucoup plus physique. Ça va être plus rapide, parce qu'on en rapide et tout, c'est impressionnant. Je pense que de toute façon, dans un premier temps, il va repartir à zéro. C'est-à-dire que là, maintenant, oui, en effet, pendant une saison, il a joué. La LNB était plus adaptée à Wemby. C'est-à-dire il domine au propre et au figuré. Là maintenant, il va falloir reprendre justement des peut-être temps de jeu de 5-10 minutes par-ci par-là pour pouvoir s'acclimater à ce nouveau rythme. On le voit là quand il joue, il est tranquille. Là, il va falloir accélérer le mouvement. En tout cas, ses stats en saison régulière cette saison à 21,6 points, 10,4 rebonds, 2,4 passes décisives, 0,7 interceptions. Et Victor Wembanyama qui est engagé toujours pour les playoffs de Betclic Elite avec les Mets 92 de Boulogne-le-Valois. Ils joueront ce jeudi un 3e match contre Cholet pour se qualifier en demi-finale. On rappelle que la draft c'est le 22 juin prochain et donc Victor Wembanyama, sauf grande surprise, sauf énorme surprise, devrait donc rejoindre les Spurs de San Antonio. On va rester, messieurs, dans la thématique des sports américains, des sports US, avec cette performance historique des Cougars de Montigny, le Bretonneux, équipe de baseball, bien sûr, basée dans les Yvelines. Les Ignémontins se sont imposés sur le score de 9 manches à 4 face aux Huskies de Rouen dans le tournoi du Challenge de France. Ils ont donc remporté ce Challenge de France qui se déroulait en Seine-et-Marne le week-end dernier. Les Cougars qui décrochent ainsi leur ticket pour le championnat européen. C'est la 2e fois de leur histoire. À noter que le lanceur de Montigny-Bretonneux, originaire du Venezuela, Yorfranc Lopez, a été nommé MVP de la compétition. Un avis sur cette performance? Est-ce qu'il alors la question est peut-être un peu forte, est-ce qu'il rentre dans l'histoire du baseball français? Je sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il marque le sport yvelinois avec cette performance? Votre réponse? Oui. Après, voilà. Ça reste un sport mineur. Il faut parler de l'histoire du baseball en France. On va donner la parole à Phil qui était très sûr de lui. Phil, alors pourquoi il rentre dans l'histoire, les Cougars? Je me dis déjà, comment je veux dire, il n'est pas très connu. Ça fait une bonne pub pour ce sport. Je trouve que c'est bien. Je regardais aussi même au haut niveau, ils ont chez les féminines
qui est une présélectionnée pour l'équipe de France, c'est déjà bien. Ils rentrent quand même dans l'histoire parce que c'est la première fois qu'ils ont une présélectionnée ou un présélectionné en équipe de France. Je crois que c'est bien. Les jeunes, ça tourne bien aussi. Là, les résultats qu'ils ont fait au tournoi de France, ça a été au Challenge de France, ça a été super. Je veux dire, ils ont eu du mal à passer en demi-finale. Il y a eu besoin d'une belle voilà. Mais la finale, c'est quand même Rouen, c'est quand même les plus costauds. Le Challenge de France, on précise juste, c'est un tournoi en dehors de la saison régulière qui se déroule en ce moment, qui réunit les meilleurs clubs français. Et effectivement, ils se sont imposés d'ailleurs, Nicolas, face à Rouen en finale, qui est quand même 17 fois champion de France. C'est une référence, Rouen, dans le baseball français. Deuxième de la poule derrière le Stade Toulousain. C'est surprenant d'ailleurs de voir le Stade Toulousain. Même logo que le rugby. Mais ouais, Rouen, c'est une équipe sérieuse quand même. Montigny dans la poule est 3e, juste derrière Rouen justement. Donc ça peut les galvaniser pour la fin de la saison. Après, peut-être pas dans l'histoire, les Cougars peut-être pas dans l'histoire, mais en tout cas, c'est leur histoire qu'ils sont en train d'écrire. Participation au championnat européen l'année prochaine, ça sera intéressant de suivre comment ils évoluent dans ce championnat. Donc oui, c'est quelque chose de bien pour le club en tout cas. Il a utilisé le mot galvaniser. On a parlé la dernière fois de la disparition d'Annie Couton, l'ancienne présidente. Forcément, dans toutes les têtes des joueurs de Montigny, il y a aussi une nouvelle équipe à la tête de la présidence avec José De Arrojo, le nouveau président. Vous pensez qu'il peut être galvanisé, ce groupe, en vue de la fin de saison? Leur objectif, c'est d'aller en play-off. Ils l'ont annoncé. Et c'est de toute façon des étapes importantes, comme par exemple, à titre de comparaison, la Coupe de France pour le football. Bon, évidemment, toute proportion gardée, parce que pour répondre à votre question, c'est simplement parler de l'histoire du championnat de baseball en France, du championnat de baseball français, qui est plus, sur lequel il est plus difficile de statuer. Mais en tout état de cause, c'est, comme dit Philippe, ça donne aussi un coup de projecteur sur une équipe, déjà une équipe locale. Donc ça, dès qu'il y a des résultats dans les Yvelines, on est content. Et en plus d'aller gratter un petit peu les champions normands de Rouen, c'est aussi à la fois une performance et sans doute un beau point de départ avec justement ce capital émotionnel qu'il y a eu sur les dernières semaines au club de Montigny, qui doit leur permettre, de transformer cette énergie, ces émotions en énergie positive, et puis essayer de porter un peu plus haut encore le baseball en France. Donc Yann, oui, belle performance, mais à relativiser parce que le baseball en France n'a pas une place prépondérante. Exactement, voilà, tout à fait. Et je trouve ça dommage parce que pour avoir eu la chance, alors pas d'avoir vu en direct, mais d'avoir pu voir des matchs de baseball à la télé, ça reste quand même un sport très sympa et très télévisuel. Aux États-Unis, ça fait partie des mêmes. Même si c'est le 3e sport dans la hiérarchie avec la NFL et la NHL, c'est ça, voilà. Qui est sur glace, non, alors le NFL, basket, NBA, NBA, oui, d'accord. Donc voilà, c'est le 3e dans la hiérarchie. Oui. Moi, je trouve juste dommage, c'est que on a quand même un stade qui est en plein centre-ville. On a un stade, là, les studios, on est à 500 mètres de leur qui stade. Qui va être rebaptisé Annie Couton, du nom de l'ancienne présidente. Et est-ce qu'il va y avoir possibilité d'accueillir du public quand il va y avoir des matchs de Coupe d'Europe, quoi? C'est vrai que les tribunes, alors je connais pas la capacité des tribunes, mais c'est vrai qu'elles sont petites, quoi. Est-ce qu'il faut tout faire pour attirer du monde, justement, parce que c'est la deuxième fois dans leur histoire qu'ils vont être en championnat d'Europe. Je suis désolé, mais en effet, on doit communiquer et on doit donner envie aux gens. Enfin, ça va être des matchs de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que si c'était un match de Coupe d'Europe de foot qui avait lieu sur 50 ans en Yvelines, ça déplacerait des foules énormes. Là, je suis désolé, c'est un sport, ça reste le même niveau, ça reste la demande d'investissement de la part des gens qui pratiquent ce sport. C'est la même chose. On se doit de se rendre quand on est à proximité, surtout que ça va être gratuit, les accès pour pouvoir les voir, j'imagine. Donc, ou avec des très faibles coûts. Si vous voulez voir un match de foot de Coupe d'Europe, c'est pas on va pas parler des JO, mais voilà, c'est quand même. Donc là, c'est rendre accessible du sport de haut niveau au plus grand nombre. Et ça, je trouve que, oui, en effet, il faut communiquer et il faut donner de l'info. Moi, j'ai participé ce week-end à des interclubs d'athlètes. Il y avait des athlètes de niveau international qui étaient présents. Je me suis dit après, mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de monde
de spectateurs. Alors c'est une super ambiance, les interclubs en athlée, c'est génial. L'offre est importante. Après, avec tous les sports qu'il y a, l'offre est super importante. Super. Mais voilà, c'est vrai que des fois, à proximité de chez soi, eh ben, il peut y avoir des choses à voir quand on est passionné de sport et on n'en a pas toujours l'information. C'est ça que je veux. On attendra de voir s'il y a du public ou pas pour ce championnat d'Europe. En attendant, je vous le disais, le championnat de D1 qui se poursuit avec la réception des Boucaniers de La Rochelle le week-end prochain. Les Cougars sont 3e sur 5 de leur poule, visent les playoffs pour la fin de saison. Pour ce faire, il faut terminer 2e de la poule et il reste 8 journées de championnat. Vous êtes confiants? Ils peuvent le faire? Ils sont dans une bonne dynamique, déjà. Je voulais aussi, c'est une continuité quand même. On parle quand même d'eux assez régulièrement avec de bonnes informations. Contrairement à d'autres sports US du secteur. On voit voilà, le lever de trophée de la part des Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Bonne fin de saison à eux et bravo pour cette victoire dans le Challenge de France. On va parler, messieurs, à présent de tennis. Qui dit fin du mois de mai dit, et je sais que certains sont impatients autour de la table, retour de Roland Garros. L'édition 2023 se déroule du 29 mai au 11 juin pour le tournoi principal, bien sûr, puisque les qualifications ont démarré depuis le 22 mai. Des Yvelinois seront sur la terre battue parisienne et on pense en premier lieu à Caroline Garcia, la numéro 5 mondiale, la Saint-Germanoise de 29 ans, 11 titres en carrière, a vécu une année 2022 fantastique, on s'en souvient, 4 tournois remportés, dont le WTA Finals. Le début de saison est plus compliqué cette année, aucun titre pour le moment, 2 finales perdues au Mexique et à Lyon. La semaine dernière, elle a été éliminée dès le 3e tour des internationaux d'Italie à Rome et l'année dernière, elle avait terminé seulement à un deuxième tour, elle avait été éliminée au 2e tour de Roland Garros. Côté messieurs, on peut citer forcément notre Yvelinois Arthur Rinderknecht qui a du mal à surfer, il faut le dire, sur sa magnifique année 2021, 4 titres Challenger, mais sur le circuit ATP, l'actuel 78e mondial a du mal à franchir un cap. Il est éliminé dès les premiers tours des tournois auxquels il participe. Cette semaine, il a été éliminé dès le 2e tour du tournoi de Lyon et l'an passé à Roland Garros. Arthur Rinderknecht n'avait pas réussi à franchir le premier tour. Est-ce qu'à votre avis, les Yvelinois peuvent briller sur cette quinzaine à Roland Garros? C'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. Mais oui. Raphaël n'est pas là. Il y a un nom de la part de Philippe qui représentera le nom. On va faire le duel, parce que tout à l'heure il y a eu le duel entre Pierre et Yann. On va faire le duel entre Nicolas et Philippe. Et on va commencer à aller avec Nicolas. Pourquoi Pourquoi ils peuvent briller parce ces que Yvelinois comme le dit Yann, c'est peut-être l'année notamment pour Caroline Garcia qui a fait une très bonne année 2022, début d'année 2023 peut-être compliqué, mais peut-être compliqué parce que elle veut être en forme pour Roland Garros et du coup ça monte en puissance progressivement petit à petit et peut-être que c'est pendant Roland Garros qu'elle va performer et qu'elle va réussir à tirer son épingle du jeu. On attend encore une grosse performance sur un tournoi du Grand Chelem pour Caroline Garcia qui a atteint au maximum les demi-finales, c'est à l'US Open. C'est ça, et puis à la maison, galvanisé par le public. Donc à voir comment ça peut. Enfin pour moi je pense que Caroline Garcia peut tirer son épingle du jeu sur Roland Garros. Après côté masculin c'est un peu plus compliqué. Arthur Rinderknecht, il a du mal à percer sur le circuit ATP. Voilà exactement. Enfin, il est rentré dans le top 100 mondial, mais sur le circuit ATP, sur les tournois ATP, il a un peu plus de mal. Donc là ça sera un peu plus compliqué. Mais moi je crois en Caroline Garcia. Philippe, votre avis, Caroline Garcia, qu'on a senti très abattue après sa défaite la semaine dernière à Rome, elle est sortie en pleurs après cette élimination. Est-ce qu'elle a les armes pour briller Si on a une qui peut avoir les armes, c'est bien elle. Surtout même que ce soit masculin ou féminin, c'est bien elle. Tout va se reposer sur elle. Mais quand on voit l'exemple de Rome où il y avait quelques Français qui sont passés du premier tour, au deuxième tour il n'y avait plus personne, et c'est pas le premier tournoi depuis le début de la saison. Là on en vient à parler depuis dernièrement de Pouille, qu'il y a 4 ans de faire l'actualité sur lui, et il est passé et tout, mais je veux dire c'est quand même c'est dingue quand même de passer, alors qu'il y en a d'autres. Ce trou générationnel, ouais, c'est quand même passé lui qu'il a eu un burn-out, qu'il est en déprime, on parle de lui, et je veux dire et moi je trouve que c'est Garcia la meilleure chance, c'est sûr. Tous les ans on a quand même
un Français qui va un peu plus loin quand même. En deuxième semaine quand même. C'est vrai, je veux dire, exceptionnellement, c'est vrai quand même. Mais voilà, faut attendre. J'y serai 2 fois peut-être, mais je me dis, je suis vraiment dans l'inconnu. J'ai hâte de voir ça. Chaque année, en fait, on est plein d'espoir. Bon, déjà, on est comme des dingues parce que il y a eu 2 années Covid, mais on est comme des dingues à chaque printemps, fin mai, début juin, parce que il y a le festival de Cannes et puis après, il y a Roland Garros, il y a le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'est l'actualité. Les sports féminins, on dirait. C'est une belle période pour le sport. Pour les Français à Roland-Garros, c'est cette espèce d'Everest, ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir depuis 1983. C'est le siècle dernier. Voilà, 40 ans qu'un Français s'est imposé. Heureusement, il y a eu des Françaises chez les dames qui se sont imposées avec Pierce notamment, mais Marie-France Percé. Et là, c'est à chaque fois, on fait l'état des lieux de nos chances en la matière. Je plus sois pour Caroline Garcia, qui est notre meilleure chance d'un bon trajet dans le tableau féminin. Côté homme, effectivement, on sort un petit peu les atouts qu'on a. Lucas Pouille est passé au premier tour là hier soir. Il a passé son tour de qualif. Bon voilà. Arthur, ça fait longtemps qu'on attend qu'il confirme. Et sur un tournoi du Grand Chelem, France, le maximum c'est un 2e tour, qu'il a fait à l'Australian Open et à l'US Open. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, pour moi, les Français à Roland-Garros, c'est à double tranchant. Soit ils sont galvanisés, effectivement, ils peuvent être poussés par le public de la Porte d'Auteuil. On se rappelle soit, de mon fils ou de son par exemple, ou alors ils sont complètement tétanisés par l'enjeu et dépassés par cette pression de 40 ans qui existe depuis la victoire de Noah. Bon, par contre, on va pousser derrière. Allez Caro, allez Arthur. Allez Lucas, on sait jamais, et puis on verra bien. Il y en a effectivement toujours un qui fait quand même un petit bout de trajet. Votre avis, Yann? Ne ratez pas les premiers tours si vous voulez voir jouer les Français. Voilà. Soyez présents le premier dimanche, le lundi et le mardi, parce qu'après ça va être compliqué. Alors oui, on a toujours espoir parce que c'est vrai que on est ultra chauvin. Mais là, vous dites ça fait 40 ans, mais moi je me souviens quand même de belles années à Roland-Garros, même si on n'a pas gagné depuis, mais il y a eu de très belles. Demi-finale même. Ouais, demi-finale avec Forger, etc. Il y a eu des belles épopées, voilà. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, quand on a un Français en 2e semaine, on est content. Donc là, c'est un peu difficile et sincèrement, je vois pas comment cette année ça pourrait être autrement. J'espère bien sûr que ce sera qui nous feront mentir. J'adorerais que Arthur repasse un 2e ou un 3e tour. Ce serait amplement mérité parce que je pense pas que le garçon soit feignant à l'entraînement. Je pense que c'est vraiment un bagarreur et donc oui, en effet, ce serait une ouverture au grand public parce que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui nous on parle de lui parce qu'il est des Yvelines, il est connu dans la sphère du tennis, mais quand vous brillez en tant que Français à Roland-Garros, là c'est vous devenez une autre aura. Voilà, exactement. Et puis du coup après c'est aussi un déclencheur pour d'autres choses. Voilà, c'est l'année parce que monsieur Rafael Nadal ne sera pas au départ. Maintenant, je crois que les Espagnols envoient un remplaçant qui s'appelle Alcaraz, qui est un peu dans le même esprit. A priori, il est pas mal. Eux, ils sont malins, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'en va, hop, on en amène un nouveau. Ça veut dire qu'ils les ont. Mais nous aussi, on les a. Je ne pense pas que ce soit la formation qui soit mauvaise. Bon, en tout cas, c'est super ouvert parce qu'avec un Tsitsipas qui est à fond, il y a des rounds. On va voir un beau tournoi, je pense. C'est d'autres petits pays là qui sont là. Il y a Novak Djokovic aussi. Et oui, bon. Mais Novak, c'est pareil. Novak paraît moins en canne. Il a quand même il a perdu tôt à Monaco. Donc voilà. Non, moi un petit pronostic alors, du coup, très rapidement. C'est dur. Pour moi, Alcaraz. Si je dois en donner un, ce sera Alcaraz. Philippe? Je sais pas. Non, parce qu'il y a Rune, il y a tout ça. On voit toujours souvent le même dernier carré là, et ça se tient à rien du tout. Ça se tient à rien du tout. Tsitsipas. Ouais.
Aucune idée. Aucune idée. Bon, on verra. Peut-être l'Espagnol, Alcaraz, qui peut prendre le Je ne relais. demande pas sur le tableau féminin, parce que c'est vrai qu'en général, c'est là. Carole Garcia. Carole Garcia, mais oui, Carole Garcia, bien sûr. C'est le cœur qui Mais bat. c'est vrai que ça change régulièrement de vainqueur côté femmes. Un mot peut-être juste sur nos jeunes pousses yvelinoises qui étaient engagées dès cette semaine dans les tours des qualifications. Et cette belle performance a souligné quand même au premier tour la qualification de Margot Rouvroy, 22 ans, ancienne licenciée du tennis club de plaisir. Une victoire face à Sofia Kenin, l'américaine, en 1h39 de jeu. J'en perds mon latin. 2-7, 6-4, 6-4. Et face à elle, pourtant, un Kenin, la finaliste de Roland Garros 2020, vainqueur de l'US Open la même année, Margot Rouvroy, malheureusement, qui a été éliminée au deuxième tour des qualifs par la Biélorusse Shimanovic. Antoine Guibaudot, lui, a été éliminé dès le premier tour par le Slovaque Gombos en 3-7, 7-6, 3-6, 1-6, tout comme Margot Rouvroy. C'était une première lors du tournoi de Roland Garros chez les grands, puisque lui, il a déjà officié du côté des juniors. Il a bénéficié d'une wildcard pour venir participer à ce tournoi. Et enfin, les derniers espoirs en qualification sont pour la Versaillaise Chloé Paquet, tombeuse au premier tour de l'Espagnol Vicens Mas. Elle joue en ce moment même, au moment où on enregistre cette émission, contre une autre Espagnole, Bolsova, au deuxième tour de ses qualifications. Très rapidement, c'est une belle expérience. On va retenir avant tout ça, parce qu'ils n'iront pas dans le tableau principal, peut-être Chloé Paquet à suivre. Belle expérience. Déjà, en plus, on élimine une ancienne finaliste de Roland Garros pour Margot de Rouvroy. 2020, ouais, donc c'est une très bonne expérience et espérons qu'on puisse en parler dans quelques années de ces jeunes pousses dont on parlait dans la qualification. Voilà, Quand tu arrives au premier tour, c'est 62 000 €. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Et après, on a un petit peu comme pour. On va attendre le tirage au sort, comme pour la draft. Parce que ça joue aussi. Je veux dire, vous rencontrez le tableau joue aussi. Hein. Et je trouve que Arthur n'a pas de chance dans les tirages au sort. On verra bien pour Arthur. En tout cas, sur les jeunes pousses. C'est toujours intéressant pour des jeunes sportifs de toucher le haut niveau, d'aller sur place, de prendre aussi contact avec l'atmosphère qui peut régner sur un tournoi légendaire comme Roland Garros. Donc c'est une bonne expérience à prendre et qui peut servir après parce qu'on connaît justement l'atmosphère du site, même si c'est pas la même ambiance que lors du tournoi principal, bien évidemment. Et donc le tableau principal débute la semaine prochaine, dans la semaine du 29 mai. Rendez-vous le 10 juin pour la finale dames et le 11 juin pour la finale messieurs. C'est l'heure de parler de rugby dans le SOP. Une fin de saison champagne, on peut le dire, pour le rugby yvelinois. Le 22 mai dernier, un club a officialisé son retour en Fédéral 2, 10 ans après son dernier passage dans le 6e échelon national. Le MLS GP Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy a validé sa promotion après sa victoire en 16e de finale contre Cavaillon. Les Yvelinois s'étaient inclinés à l'aller 17-13, mais l'ont emporté à domicile au retour 25-18. Ils vont donc rejoindre la saison prochaine en Fédéral 2 le club de Versailles, bien sûr. Et également plaisir. Vous les connaissez bien, vous, le LMLGP, ouais. Vous les avez joués la saison dernière en Fédéral 3. Ouais, on se connaît très très bien. C'est un bon signe pour le rugby yvelinois pour deux raisons. Le premier, ça prouve justement le niveau global du rugby qui est pratiqué dans les Yvelines par ces trois clubs, qui sont des habitués des divisions fédérales. On a souvent garroyé ensemble en Fédéral 3, et puis Plaisir est monté ensuite en Fédéral 2 il y a 7 saisons. Et donc là, on va tous se retrouver là. Deuxième bon signe, c'est cette stabilité. Cette stabilité à bon niveau où, avec cette redistribution des poules avec le nivellement par le haut, où on retrouve en fait le niveau qu'il y avait en Fédéral 3 il y a 5-6 ans, là qu'on va retrouver en Fédéral 2. Force est de constater que, selon toute vraisemblance, on devrait se retrouver dans la même poule, donc avec au moins des derbys hauts en couleur pour les Yvelines. On se connaît bien, au-delà de la rivalité départementale, voire régionale en Ile-de-France, il y a quand même un respect de ces trois clubs les uns envers les autres. Ça bosse bien. Il y a des écoles de rugby qui sont nombreuses, qui sont de qualité. Et on a des éducateurs qui font le job et il faut dire que non seulement il y a les équipes Fagnon qui performent avec là cette montée du MLSGP en Fédéral 2, Plaisir qui est depuis longtemps
et nous avec la qualification en barrage en 1 et en 2, mais il y a aussi des résultats chez les jeunes, chez les juniors, chez les cadets, dans les écoles de rugby. Donc on pratique un bon rugby et puis tout le monde bosse vraiment dans le même sens pour former de bons joueurs de rugby et qui vont être là confrontés les uns aux autres la saison prochaine en Fédéral 2, théoriquement dans la même poule. Pour aller dans ton sens, Pierre, on a reçu Baptiste Lemery l'autre jour, le capitaine de l'équipe senior de MLSGP. Il a joué à plaisir. Alors souvent, en plus, c'est que les joueurs se connaissent en sélection départementale quand ils sont jeunes. C'est la porte à côté. Et ensuite, ils se transfèrent de club en club. Donc certains joueurs ont joué à Versailles avant d'aller à la MLSGP, ou l'ont joué à plaisir et puis ils sont allés à Versailles ensuite. Donc, Et c'est la joie également aussi pour le club de Chevreuse qui évoluera la saison prochaine dans le championnat de Fédéral 3. Les Yvelinois se sont qualifiés en plus pour les 8e de finale de Régional 1 après leur victoire le 22 mai contre Créteil, 43-20 le score final sur le terrain neutre à Massy. On ajoute à cela la qualification au barrage de Versailles que Pierre évoquait pour la première saison du club en Fédéral 2, une saison historique. Le parcours de plaisir également en phase finale, même si l'élimination en 16e de finale peut laisser peut-être quelques regrets face à Saint-Priest. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on peut parler de saison parfaite pour le rugby yvelinois, ou quasi parfaite en moins? Oui. Vous êtes tous d'accord? On vous a pas encore entendu Philippe et Yann. Pourquoi c'est parfait? Ouais, je trouve qu'il y a de super résultats. Malgré l'élimination de plaisir un peu prématurée peut-être. Il gagne d'un point, là-bas quand même. C'était pas évident quand même. Bon, ils avaient 8-8 à l'aller. Mais moi, je trouve que les Yvelines reviennent par rapport au département, ils reviennent par rapport au 92, qui a aussi de bons clubs. Le 91, où il y a, je me dis, 3 clubs, Massy, Rissorangis et Orsay. Je trouve que les Yvelines montent bien, même par rapport au 95, tout. Je trouve que, je suis ces résultats. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique et c'est bien. Ouais, c'est top pour le département. Yann? Pareil. Et en plus, c'est vrai que l'année prochaine en Fédéral 2, ce que disait Pierre, ça laisse augurer de très très bons derbies là. Si tout le monde est dans la même poule, bien sûr. Oui, voilà, déjà, encore une fois, on va attendre. Il y a des chances. Il y a des chances. Géographiquement, ça devrait se passer comme ça. D'accord, c'est pas des tirages au sort. Si, mais c'est là, surtout depuis quelques années, la fédération essaye de faire des découpages géographiques pour diminuer les coûts de transport. Donc là, cette année, on avait une poule qui était surtout francilienne avec des clubs de l'Ouest, plutôt Ouest et Nord-Ouest. Là, ça pourrait aller vers l'Est, vers la Bourgogne par exemple, mais il y a une base de 6 ou 7 clubs franciliens potentiellement. Donc, ce sera très bien parce que du coup, ça pourra justement aider à l'accession à la marche supérieure, même si Jean le dit et Pierre aussi, toujours, que la marche est très très haute. Au niveau financier. Et sur le terrain aussi. Mais ça va de pair. Mais ça va de pair. Mais sur le terrain, moi je parle d'abord, on est là pour parler de sport, on n'est pas là pour parler politique. Mais voilà, d'abord sur le terrain, il y a quand même une grosse marge. Donc du coup, le meilleur prétendant à la rigueur, ce serait plaisir, parce que ça fait quand même maintenant 7 saisons qui sont 7 saisons qui sont Fédéral 2, donc ce serait peut-être bon moment pour... C'est à eux qu'on se compare sportivement, par exemple, sur la Fédéral 2. Et c'est eux qui ont eu les saisons les plus régulières à ce niveau-là. Et Maison Lafitte et nous sommes les petits poussés de la Fédéral 2. Mais pour faire... Faut saluer quand même la saison à Versailles. Avec des bons résultats. Bravo au staff, bravo aux joueurs. Et très rapidement, sur le niveau de Régional 1 à Fédéral 3 pour Chevreuse, est-ce que le gap est grand et est-ce qu'ils peuvent se stabiliser? Il est trop grand. Il est plus trop grand. Comme il y a eu un nivellement par le haut, la Fédéral 2 égale Fédéral 3 en gros. Et donc l'ex-honneur, donc régional, par rapport à la Fédéral 3, la marche est un peu moins haute. Mais là aussi, il faut saluer la très belle saison des Chevrotins avec... Tu le précisais, pas mal de joueurs d'anciens joueurs de Versailles qui jouent à Chevreuse, d'anciens joueurs d'Orsay aussi, qui sont venus grossir les rangs de cette équipe de Chevreuse et là, je mets un petit billet, peut aller très loin en phase finale. Là, ils ont une très belle dynamique cette saison. Ils peuvent aller relativement loin en phase finale. Je leur souhaite le meilleur. J'en profite également pour dire que sur le rugby francilien, on a un tournoi départemental minime U14 le samedi 10 juin à Versailles avec tous les clubs des Yvelines
féminine représentée. Le message est passé. Chevreuse qui sera opposé à l'US Saintes pour ses huitièmes de finale de Régional 1 et le MLSGP sera opposé à Sarlat. Des rencontres qui se disputent sur terrain neutre, on le rappelle, pas de réception ou de déplacement. Il y aura forcément un déplacement, mais en tout cas ce ne sera pas à domicile face à l'adversaire. Le rugby villinois à la fête, décidément, Nicolas, puisque les rugbymen et rugbywomen le sont également. C'est l'objet de votre envolée du jour. Je vous laisse les clés de la rubrique. Les clés du camion, allez-y. Je vais vous parler aujourd'hui des 3B, les pépites, la crème du rugby yvelinois. Les 3B, c'est Boulard, Barré, Ben Mégal, un trio 100% 3/4, et je suppose que vous les connaissez autour de la table, je sais pas. Présentation en images, on commence par la plus âgée, le diamant du rugby féminin, Émilie Boulard, 23 ans. Elle joue numéro 15 ou numéro 11, elle est originaire de Rambouillet, formée à Chilly-Mazarin, elle évolue maintenant dans le sud-ouest à Blagnac, dans la banlieue toulousaine. 2 chiffres à retenir la concernant, elle a inscrit 11 essais en 23 sélections avec le 15 de France féminin. Il y a ensuite la perle versaillaise de 20 ans, Léo Barré, pur produit du rugby club de Versailles, Pierre. Son père, Arnaud, tu as dû jouer avec lui d'ailleurs, a joué dans la Cité Royale, et même son grand-père. Aujourd'hui, il joue demi d'ouverture ou arrière avec les Soldats Roses du Stade Français Paris, de nombreuses apparitions en top 14 depuis son arrivée dans la capitale en 2021. Pour cette saison 2022-2023, il a joué de nombreux matchs et inscrit de nombreux points. Pour rappel, le Stade Français occupe la 3e place du classement. Les Parisiens sont assurés de jouer les phases finales de top 14. On va savoir s'ils vont recevoir pour les barrages ce week-end, c'est la dernière journée. Voilà, en fonction des résultats, ils jouent à La Rochelle. Alors attention, parce que La Rochelle, c'est à double tranchant. Soit ils ont fêté un peu trop le titre, donc ça va être un peu compliqué. Soit ils sont dans la dynamique et ça peut faire mal pour les Parisiens à La Rochelle. Enfin, c'est l'éclair venu de Saint-Quentin en Yvelines, Enzo Benmégal, 19 ans, formé au Sky Rugby, un ailier prometteur pour le rugby français. Le Saint-Quentinois a connu ses 2 premières sélections avec l'équipe de France, moins de 20 ans, lors du tournoi Destination 2023 face à l'Italie et l'Irlande, avec 2 essais inscrits sur les 2 rencontres. Joueur du Racing 92, il a aussi brillé en tout début de saison. 2e journée face à Bayonne à Jean Daugé, il inscrit son premier essai en top 14. Depuis, il enchaîne les matchs avec les espoirs et on devrait le voir dans la liste. En tout cas, il a été présélectionné pour préparer la Coupe du Monde moins de 20 ans qui a lieu cet été au Kenya. Oui, prometteur aussi pour l'équipe de France moins de 20 ans et peut-être pour l'équipe de France des grands. Et je parle aussi de Léo Barré qui peut être l'avenir à l'ouverture en équipe de France. C'est ça la difficulté. Bravo Nicolas. Allez, un petit avis sur cette envolée et sur le sujet dont il a parlé. Moi, je suis évidemment le premier fan de ces 3 joueurs, avec une petite tendresse évidemment pour Léo, le Versaillais. Effectivement, j'ai joué avec son père, et son grand-père Michel était président du Rugby Club Versailles. On le suit depuis le début et il mature bien. C'est un joueur qui est franchement attachant. C'est un super garçon, un super mec. La seule peut-être la seule inquiétude ou le seul doute qu'il y a actuellement, c'est son passage des U20 à France A, on va dire. Là, ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que là on le voit en année de Coupe du Monde particulièrement, il y a du monde, notamment à l'ouverture. Son avantage, c'est qu'il peut jouer 10, 12 ou 15. Il peut couvrir pas mal de postes chez les 3/4. Il est plutôt pressenti en 10 à l'ouverture, donc là il y a déjà Romain Ntamak qui est bien installé, et avec Mathieu Jalibert également au numéro 2. Donc voilà, c'est peut-être cette inquiétude-là sur est-ce qu'il aura sa chance en France A pour poursuivre son chemin. Mais en tout cas, il en a le talent, il en a l'esprit, il en a l'intellect et il en a le physique. Et puis il est bien entouré. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, et avec l'expérience aussi des 2 autres B, ça peut aller loin. Tour de table peut-être juste avant Nicolas, Yann, pour avoir votre avis, et Philippe sur cette envolée. Ça montre juste que la formation en France est possible. Voilà, et en Ile-de-France aussi, parce que c'était quand même un sujet qu'on avait relevé il y a quelques années, parce qu'on est quand même un peu, désavantagés par des écoles qui aujourd'hui font que nos pépites sont obligées de pouvoir partir pour continuer leur cursus scolaire. Et donc du coup voilà, malgré ça, on arrive quand même à sortir des même pas des pépites là, hein, on est quand même sur du très très haut niveau, voilà. Et parce qu'une pépite, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Là, c'est du confirmé, et ils sont dans le très très haut niveau. Donc voilà, c'est
ça montre juste que les Yvelines sont capables de sortir des très bons athlètes. Donc revenons vite fait au tennis, il faut que le tennis fasse pareil. Prenons exemple sur le rugby. Philippe ? Moi, je suis content dans le rugby, on parle des clubs formateurs, ça c'est très bien, je veux dire. Et je trouve que souvent, on va parler d'un joueur qui perce, on va parler de son club formateur. Et ça, dans d'autres sports, on en parle, mais moins. Et je trouve que dans le rugby, on en parle. Ça, parce que c'est pas la même. Moi, je compare au foot parce que voilà, je suis plus foot que rugby. Mais par rapport à ça, je trouve que c'est bien. Et ils reviennent après, ils viennent dans leur club souvent voir les matchs en plus. Comment font pas, encore à titre de comparaison, le foot. Mais je trouve qu'ils viennent en plus et ils viennent d'eux-mêmes. Ils sont même sans être invités. Ils jouent le samedi, ils vont venir le dimanche dans leur club, ils vont venir. Mais ça, je trouve que c'est top. C'est la passion du sport. Et je trouve que ça c'est top. Et d'en parler encore, même ici, si on parlait sport, c'est top. Nicolas, le mot de la fin. 3 points peut-être pour aller dans le sens de Philippe. Pour Enzo Benmegal, son frère Mathis joue au Plaisir Rugby Club. Donc effectivement, c'est familial. Deuxième point, c'est concernant Léo Barré. Il faudra surveiller quand même la première liste de Fabien Galtier du 15 de France pour préparer la Coupe du Monde. Ça sera dévoilé début juin. Un groupe très élargi, donc avec potentiellement peut-être, en fonction des résultats aussi du Stade Français en championnat, peut-être une sélection de Léo Barré, parce que les joueurs qui seront éliminés des phases finales du top 14 seront appelés dans cette liste. Et dernier point par rapport à la Coupe du Monde, là aussi rugby yvelinois à la fête. 2 villes yvelinoises qui accueilleront des équipes pendant la Coupe du Monde, Versailles, le Pays de Galles, Croissy-sur-Seine, les Tongiens, ça va être exceptionnel avec les Tongiens à Croissy-sur-Seine. Et justement, mercredi prochain, le 31 mai, il y a la présentation officielle des médailles de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 à la région Île-de-France. Les 153 présidents des clubs franciliens sont invités avec des petits jeunes joueurs. Donc il y a forcément les présidents des clubs de rugby yvelinois qui seront invités pour la présentation de ces médailles. Et pour les médailles, je rebondis sur toi, c'est que j'y serai aussi. C'est parce qu'en plus, les médailles sont faites avec les recyclages des mobiles. Toutes les médailles, et ça c'est top. Est-ce qu'il y a un événement sportif où vous n'êtes pas en Ile-de-France, Philippe ? On se pose la question. C'est vrai, on se pose. Non, mais c'est vrai que ça, en plus, ça c'est un gros coup de projecteur par rapport au développement durable. Et ça, c'est bien. On va y être aussi, Grégory. Des sujets riches, des débats passionnés. Malheureusement, pas de place aujourd'hui pour parler de boxe, mais on aura l'occasion de revenir sur la carrière de Maïva Amadouche. Je vous réannonce cette information dont on parlait déjà la dernière fois Si on parlait sport, la fin de carrière de Maïva Amadouche, qui a annoncé son retrait sur Twitter à 33 ans en raison d'une blessure à l'œil. On aura l'occasion de revenir bien sûr sur sa riche carrière, 6 titres de championne du monde, une participation aussi au JO de Tokyo 2021. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec moi autour de la table. On va terminer comme d'habitude par une petite citation. Et aujourd'hui, je vous propose une citation du légendaire rugbyman Jean-Pierre Rive. Le rugby, c'est l'histoire de ballons avec des copains autour. Et quand il n'y a plus de ballons, il reste les copains, bien sûr. Voilà, fameuse citation de Jean-Pierre Rive. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.